Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du débrief Ma Ligue 2, la troisième journée qui a eu lieu ce week-end avant la première trêve internationale de la saison. Déjà la première trêve, ça arrive trop vite, on aimerait bien que le championnat se poursuive un peu, mais malheureusement on est coupé dans notre élan. C'est pas grave, ça nous laisse l'occasion de faire un premier point, premier constat après 3 journées écoulées. Le Paris FC seul en tête avec 9 points, la seule équipe à avoir fait le sans faute. Rodez et Troyes, pour l'instant, sont les 2 seules équipes à ne pas avoir encore pris de points. Vous en avez l'habitude désormais. On va la rédaction de Ma Ligue 2 va décerner ses tops et ses flops de la troisième journée. Je suis accompagné de Julien Parisot. Salut Julien. Salut Dorian. Et puis d'Étienne Comte, voilà la même team que la semaine dernière. Salut Étienne. Non, d'ailleurs, c'était Karel la Non, semaine passée. c'est carré. C'était Karel, pardon. Je n'étais pas là. En tout Non, cas, non, salut Florian, et je crois comprendre que tu n'es pas excité par la Ligue des Nations. Qui va nous ouais, sonner pour j'avoue, cette semaine. Je franchement, tombe bien. j'avoue que c'est ouais, c'est pas ce qui m'excite le plus, hein, peut-être, après bon, vous, peut-être que vous kiffez cette compétition et retrouver l'équipe de France. J'avoue que moi, j'étais pas pressé après l'Euro là, de retrouver les Bleus de Deschamps. Moi, je préfère me régaler devant un multiplex, même si c'est le vendredi, pour l'instant, mais on voit quand même plus de spectacles. En tout cas, avant de dérouler le menu de ce troisième épisode, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne YouTube pour nous soutenir. On est très, très proche des 1000 abonnés, de la barrière symbolique des 1000, donc n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup dans le développement de nos contenus et de la chaîne. Et puis si vous appréciez notre vidéo, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et puis à commenter évidemment, laissez-nous, vos avis, vos remarques, vos suggestions, on est preneurs. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais on l'aura pas encore prévu. Il y avait une bonne suggestion la semaine dernière d'un auditeur qui nous disait de faire l'équipe type, après chaque journée. C'est vrai qu'on a complètement zappé de la préparer, donc ce sera pas pour cette semaine, mais je promets qu'on va y penser pour les prochaines. Ça peut être sympa un peu de réfléchir, au moins peut-être aux joueurs marquants après chaque journée. Le menu de cette émission, donc comme d'habitude, on commencera avec le positif, avec les tops. On enchaînera avec le côté un peu plus négatif, les flops. Et puis le débat de la semaine concernera la VAR, ou l'absence de VAR plutôt, puisqu'en Ligue 1, on a vu encore une polémique ce week-end lors de LOSC PSG avec des acteurs de Ligue 1 mécontents de l'efficacité ou de l'absence d'efficacité de la VAR. On rappelle qu'en Ligue 2, on aurait dû avoir cette année cette révolution, cette grande évolution, et ça n'a pas été le cas pour des raisons budgétaires et économiques de la part de la LFP. Est-ce une si mauvaise chose finalement? On va se poser la question et on a hâte d'avoir votre avis dans les commentaires justement. Et puis pour finir, on jettera un petit coup d'œil rapidement au match de la quatrième journée après la trêve pour voir ce qui nous attendra la semaine prochaine pour la reprise. Allez, c'est parti messieurs, on commence avec les bons points à distribuer. Julien, quel est ton top de la troisième journée? Bon alors mon top, il sera assez évident, je pense, hein. C'est le match fou qu'on a pu voir entre le Red Star et Guingamp. Guingamp Red Star, pardon. C'était inversé, c'était à Roudroux. Non, super match de football. On a vu deux équipes vraiment pas complexées, qui ont voulu tout simplement marquer un but de plus que l'adversaire. Alors avec des buts de fou en plus, hein. Aminénia qui s'est absolument régalé, Damien Durand, Badji d'ailleurs qui a marqué ses deux premiers Ouais. buts. J'ai fait le calcul, c'était depuis 540 matchs en Ligue 2 qu'il avait pu marquer. Alors certes, il avait été prêté une Combien? demi-saison. 540 matchs? Non. 540 minutes, pardon. Mais Ah oui, jours, 140 jours. Oh ah là oui, là, jour. non, 540 matchs. Ça faisait, mais en équivalent match, c'était un truc genre 40 matchs ou 30 matchs, équivalent match. Donc Une saison. non, c'était ce qui est déjà énorme, voilà. Et on a le plaisir de le retrouver, voilà, un petit peu dans sa forme amiénoise, un petit peu de l'époque, avec ce doublé là, comme ça, sur la pelouse de Guingamp. Et puis non, vraiment des belles découvertes. Brighton Labo, encore un super but, hein. Franchement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'une des très très bonnes pioches de Guingamp cet été. Ça suffira pas pour battre ce Red Star là qui était super efficace, clinique, avec aussi le penalty de Bradley d'Angers. Mais franchement, non, quel pied ce match-ci. On n'a jamais senti ni des Guingampais résignés alors qu'ils étaient quasiment tout le temps menés au score. Ils n'ont jamais mené, hein, je crois. Non, ouais, non, il était tout le Ouais, temps c'est mené. ça, hein. Ils n'ont jamais été résignés, ils ont toujours su trouver la riposte et revenir dans le match pour mettre la pression sur l'adversaire.
je trouve que le Red Star a été bien plus clinique, bien plus efficace et tranchant, mais voilà, c'est du football comme on aime, et tout simplement, on va en voir encore plus toutes les semaines, et on voit au final que les deux équipes sont à 6 points depuis le début de la saison, 6 points en 3 journées. C'est un très bon début de saison pour Guingamp comme pour le Red Star, qui est promu de National, on se rappelle. Donc ouais, non, vraiment, j'espère que ça va encourager justement les coachs à continuer un petit peu sur cette dynamique-là, à marquer beaucoup de buts. D'ailleurs, je crois que Guingamp doit être la meilleure attaque de Ligue 2 d'assez loin, quoi. Si Le je dis pas de meilleur bêtises. attaque, 6 buts pour Paris, 8 buts pour Guingamp, ouais, Voilà, c'est effectivement. ça. Guingamp, la Voilà. première attaque, est devant Paris, effectivement. Donc voilà, Et c'est je mon vous top. partage, les statistiques de la rencontre officielle sur le site de la ligue, donc c'est intéressant. On voit que Guingamp a eu la maîtrise du ballon, 60, Mhm. mais le Red Star, comme tu l'as dit, a parfaitement exploité, les transitions, et Ouais. s'est montré très clinique dans la surface. Autre stat sur Aliou Badji, il a marqué, 4 buts en Ligue 2 avec Bordeaux en 2 ans. Donc voilà, il en a déjà marqué la moitié de son total avec Bordeaux quand même, sur un match sur un match Après, il est oui. parti en prêt pendant un petit moment, il n'était pas tout le temps là, même si, bon, Oui, C'est disons, oui, il ça. était sur pas. 18 mois, sur 18 mois. Oui, Attends, il est oui. parti, Non, oui, non. il est parti, Il est parti en janvier, ouais, en janvier 2024 pour oui, donc jusqu'en il a juin. fait 18 mois à Voilà, Bordeaux, c'est ça? C'est c'est ça. ça. Voilà. Voilà. Ça Donc reste il a pas marqué, beaucoup. oui, la moitié de son total, sur Mhm. 3 journées avec le Red Star Pas que mal. sur 18 mois avec Bordeaux. On espère pour lui que ça va continuer, sur cette lancée, en tout cas, il a été utilisé, vraiment comme un pivot dans la surface, Ouais. et dans la surface, il est spontané, hein. Alors le 1er but, c'est une magnifique reprise du gauche sous la barre, rien à dire, centre entrée. Le deuxième, c'est plus caractéristique, voilà, il traîne un peu au deuxième poteau, c'est pas très académique, ça rebondit un peu partout, mais ça finit au fond. Et ça me fait penser un peu à, vous vous souvenez, Tolou à Rokodare là, à Amiens? Ah ouais. C'était un peu le même profil, dans la surface, des grands gabarits comme ça. C'est pas toujours très académique, mais c'est vrai que ça pèse sur une défense, et quand ce genre de joueur est bien utilisé, Mhm. ça peut faire mal. Bah, il Et y avait les toi, deux en même temps Étienne, juste d'ailleurs, à une ouais, époque. Badji et Rocco Daré, bon, ça Dis-moi. déménageait, c'était Ah très bah, ouais. physique, mais bon, pendant un moment, ça marchait bien. Ouais, carrément, carrément. Et je crois que tu voulais mettre l'accent toi aussi justement sur les recrues du national enfin les joueurs de national qui s'adaptent vite, tel Emia, qui a mis un doublé fantastique. On vous invite à aller voir les buts en vidéo sur Ma Ligue 2, et Damien Durand aussi notamment. Enfin voilà, tu voulais un peu axer sur ça? Ouais, voilà, on découvre un peu, des joueurs qu'on n'a pas trop eu, l'occasion, de voir. Peut-être que ouais, je pense que Julien les connaissait un peu plus vu qu'il suit plus le national, mhm. mais on découvre des joueurs fantastiques. Enfin, les 2 frappes d'Emia, c'est peut-être les 2 plus beaux buts de la soirée, c'est lui qui les a Ouais, mis. Durand, il est décisif qu'une fois. Enfin, je crois qu'il fallait pas décisif en plus de il fait son la but passe parce D, que ouais, sur le premier but ouais. de Badji. Mais d'une manière générale, il met un feu incroyable, Mhm. sur le côté gauche. Là, il a fait vivre un calvaire aux attaquants, aux défenseurs Ah, les de pauvres. Guingamp. Donc, vraiment, on découvre des joueurs assez formidables. Et comme chantaient, les supporters de Valenciennes au printemps dernier, le national, c'est pas si mal. D'ailleurs, Valenciennes qui commence bien sa saison aussi en Mhm. national, 2 matchs de victoire, et le troisième a été interrompu à la mi-temps. Il y a eu un incendie à Orléans, et du coup, le match était à 1 partout, je crois, et match, qui sera à rejouer, mais pour l'instant, Valenciennes qui démarre bien en national. Voilà pour le top de Julien. Bah, forcément, c'est un top partagé par tout le monde, hein. Je 4-3, on s'est pense. régalé. Merci aux 2 équipes pour ce spectacle. Étienne, je te laisse la parole pour ton top. Et si on avait, composé une équipe type, j'aurais probablement milité pour y mettre Kylian Kaibou, le joueur d'Amiens, parce que je trouve qu'il a fait un match, assez formidable, contre Lorient. Ouais, évidemment, il est passeur décisif, sur corner. C'est assez dans son habitude, hein. C'est un joueur très souvent décisif, sur coup de pied arrêté. Il était déjà pas mal avec Bastia. Et puis surtout, on l'a vu mettre, quelques passes, quelques ouvertures là, dans des intervalles assez remarquables. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur sur ce match avec, évidemment Régis Gürtner qui a fait, quelques parades assez fantastiques aussi, qui a repoussé les chances, qui a Mhm. permis à Amiens de rester à 0-0 assez longtemps pour pouvoir mettre ce petit but sur corner. Et voilà, faire une sorte de hold-up, et de bloquer Lorient par la suite. Donc voilà.
Ouais, effectivement, on voit les statistiques, Lorient qui a quand même ultra dominé cette rencontre avec, bah, la possession, beaucoup plus de passes, de corners. Mais voilà, une belle victoire d'Amiens, un top général pour Amiens, hein, finalement, cette victoire, à l'amiénoise, j'ai envie de dire, sous le signe de d'Omar Daf. Amiens qui a su vraiment faire le dos rond autour de Régis Gürtner, tu l'as dit, qui a sorti quand même 2-3 parades, bien décisives, même s'il s'est fait un peu peur sur une relance au pied à un moment donné, c'était un Oui, peu oui, bizarre là. Mais preuve aussi que Amiens est en confiance finalement. Parce Ouais. qu'ils étaient pressés très haut par Lorient et voilà, ils ont pas paniqué. Ils cherchaient quand même à essayer de ressortir et casser le premier rideau. Donc belle victoire d'Amiens en tout cas avec, bah, on le disait là aussi 6 points, Amiens-Lorient. Heu on parlera peut-être un peu des Merlus dans plutôt forcément dans le côté flop, mais c'est pas un vrai flop de Lorient parce que comme on le Ouais. disait, Lorient a quand même su se créer beaucoup d'occasions. C'est pas comme si on avait vu un Lorient, inexistant, j'ai envie de dire. Ouais, je sais pas si le terme hold up, il est un peu fort. Tu penses que tu ouais, enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de véritable hold up? Mais mais en tout cas, jusqu'à la 35e minute, en tout cas, on était très très inquiets pour Amiens parce que, mmh, comme tu l'as remarqué, il y a eu quelques relances courtes qui ont oui. semblé hyper risquées, du côté Picard. On s'est dit: «Bah, ils vont se D'ailleurs, reprendre la jambe après». je vais me faire l'avocat du diable, mais j'ai vu Caillebout perdre un ballon très dangereux à un moment mais bon, il est C'est vrai. pressé par 3 joueurs aussi, quoi. Oui, oui, non, mais il y a Oui. il y a un moment où ils repartent carrément de leur ligne de sortie de but alors qu'il y a 4 Lorientais devant eux. Ouais. Ah ouais. Ça passera peut-être pas à tous les matchs, ce genre de choses, donc Surtout, Lorient, ils nous ont habitués à ça depuis le début de la saison. Quasiment à chaque match, ils se procurent des occasions en interceptant un ballon super haut parce qu'ils ont 4-5 mecs dans les 30 mètres adverses au moment de la relance et ça paye souvent. Il n'y a pas eu encore de but qui vient de là, mais ça saurait tarder parce que et là, ils ont franchement, beaucoup Non, moins réussi à le faire après le but, c'est ça. d'Amiens. Amiens a mmh, réussi à Mhm. desserrer l'étau finalement mmh. et c'est peut-être ça qui a conduit, Olivier Après Campanelli à être un peu déçu, du mental, de son équipe ouais. après parce que j'ai l'impression que voilà, il a manqué, la petite étincelle pour enfoncer le clou, Mm. côté lorientais. Après, il y a aussi je pense une question physique qui fait qu'un pressing intense haut, tu peux pas le faire pendant 45 minutes, quoi et Mmh. forcément, quand tu as un énorme temps fort de 35 minutes que tu le concrétises pas, derrière, c'est compliqué de remettre, non seulement tu Mm. encaisses, donc ça donne un coup au moral, ça rebooste l'équipe adverse, mais en plus, physiquement, c'est vrai que c'est dur de tenir un pressing très intense sur la durée, donc ça peut expliquer aussi, ça, mais c'est vrai que 18 tirs, 8 cadrés pour Lorient et aucun but, donc il faut souligner la grosse prestation de Gürtner. Mais voilà, Lorient en tout cas, si je pense qu'en proposant ce genre de contenu, ça va finir par tourner pour Ouais. Lorient plus que des défaites, même si celle-là est forcément frustrante. Moi de mon côté, bah, forcément, je vais mettre, un peu le leader à l'honneur en top, le Paris FC qui est donc, la seule équipe à avoir fait le plein. 3 matchs, 3 victoires. Alors, dès la première épisode, on se demandait si Paris avait la meilleure attaque de Ligue 2. C'est vrai ils ont un effectif sur le papier qui est impressionnant. Ils ont réussi à attirer, en plus de ça, Maxime Lopez sur la fin du mercato, qui est quand même un énorme coup à l'échelle de la Ligue 2. Bon, clairement, on va pas se mentir, Paris, quand on a fait nos prédictions, on les a déjà placés comme favoris, mais là, c'est sans doute le favori numéro un même de la Ligue 2. Je pense qu'avec, Mm. cet effectif-là, ces ambitions clairement affichées, le club qui se développe, hein, pour monter en Ligue 1, Paris va commencer à faire très peur aux autres et assume déjà quelque part son statut de favori dès le début de ce championnat. En tout cas, pour une fois, ils prennent pas de retard, ce qui pourra compter en fin de saison et cette victoire à Clermont, elle est vraiment bien construite. Franchement, Paris qui a marqué assez tôt grâce à Crasso qui met encore une fois voilà, qui prouve que c'est un joueur qui, pour moi, n'a rien à faire en Ligue 2. Je suis étonné qu'un club de Ligue 1, voilà, je sais pas quel salaire il signe au Paris FC, mais en tout cas, Ouais. très, très beaucoup du club de la capitale d'attirer Jean-Philippe Crasso et ça prouve qu'on lui a vendu aussi le projet de pouvoir monter directement parce que je pense que lui, en venant de l'Étoile rouge de Belgrade, en jouant la Ligue des champions, il y a une attente forte aussi de son côté de jouer en Ligue 1. Et finalement après ce but-là, je vais mettre les statistiques, mais voilà, le Paris FC qui a joué intelligemment, qui a géré son avantage,
qui a étouffé Clermont. Voilà, Clermont qui a pas eu 36 000 occasions. On a senti un match, vraiment mature de la part du Paris FC et ça part pas forcément dans tous les sens. Alors le petit bémol, c'est qu'ils auraient dû se mettre à l'abri quand même parce qu'à 1-0, tu jamais, Ouais. à l'abri justement de prendre un coup de pied arrêté, un cafouillage, ouais, ça peut arriver ou de faire une erreur, hein, tout simplement, ou d'être pressé. Mais voilà, quand on regarde les statistiques de la rencontre, il y a pas grand chose à dire. La possession la maîtrise est largement parisienne. Ça a été un match, vraiment cohérent. C'est le genre de rencontre quand tu es leader, tu gagnes 1-0 comme ça, à l'extérieur, chez un relégué de Ligue 1 quand même, un Mmh club mh. aussi ambitieux. Je trouve que c'est quand même un signal fort, c'est clean sheet, c'est voilà le but d'un joueur, d'une classe, au-dessus. Donc voilà, pour moi, il y a tous les signaux, d'un club qui peut vraiment vivre une saison exceptionnelle. On va pas s'enflammer, il y a que 3 matchs, mais vraiment, bah, voilà, j'avais pas beaucoup d'hésitation au moment de mettre le Paris FC en top sur cette rencontre. Franchement, bravo à Stéphane Gilly encore une fois, hein, tout le travail qu'il a initié l'année passée, alors que les conditions étaient très compliquées. On le rappelle, beaucoup de blessés, il jouait pas à domicile, enfin il a voilà, bravo aussi aux dirigeants d'avoir maintenu leur confiance en Stéphane Gilly alors que le début de saison avait été très, très compliqué et ça paye en fait, ça paye aujourd'hui et Paris, ouais, clairement, Paris, bah, va faire peur et va être, d'autant plus regardé, autrement par ses adversaires et attendu de pied ferme. Il va falloir encore plus assumer cette étiquette de favori. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur Paris ou Bah, sur moi, je Clermont pense d'ailleurs? que bah, un peu sur les 2. Manifestement, Paris, a carrément de la marge sur cette équipe de Clermont qui descend de Ligue 1 donc j'ai l'impression quoi, ils sont déjà un peu, une catégorie au-dessus et tu parlais de Crasso qui est un joueur qui n'a rien à faire en Ligue 2. J'abonderais dans ce sens, avec, Maxime Lopez. Moi, quand Maxime Lopez, cet été, j'ai entendu que Roberto De Zerbi revenait à Marseille. J'aurais pas Ouais, ouais. été étonné de Mmh le mh. voir venir dans la rotation à l'Olympique de Marseille, Mmh vu mh. qu'il connaissait le coach. C'est un Franchement, joueur qui peut largement jouer en Ligue des 1, donc en Ligue 2, ça des transferts de la enfin de Sassuolo, mais il jouait à la Fiorentina l'année passée. Des transferts de la Fiorentina au Paris FC, enfin en Ligue 2 je veux dire, c'est quasiment du jamais vu. Mais D'habitude, c'est dans le sens inverse, quoi. Dorian, toi qui suis la Ligue 2 depuis encore plus longtemps que nous, en tout cas assidûment, est-ce que tu as de mémoire un transfert comme ça plus marquant d'un joueur comme ça qui est en pleine possession de ses moyens, qui sort de grosses saisons et qui signe en Ligue 2 comme ça direct? Bah, franchement, non, tu as bien fait de le dire, en pleine possession de ses moyens, Ouais, non, il a 26 c'est ans. clair. Ouais, c'est clair et net que non. Après des joueurs hyper talentueux qui viennent en Ligue 2 à 34-35 en fin de carrière comme Jérémy Oui, Ménez qui, bah, justement qui était passé par le Paris FC, voilà, enfin des joueurs très expérimentés de Ligue 1 en fin de carrière, oui. c'est pas la même chose, Mais ouais. là, non, à cette échelle-là, de Mmh. à quelqu'un mon qui joue en avis, Serie A et qui mmh, vient en Ligue 2, ouais, non, c'est à enfin, mon avis, il y en a peut-être eu, mais il faut remonter au je suis pas passage de souvenir. Monaco en Ligue 2 pour voir ça, je Oui, pense. ou Mmh. et Et encore m le et passage de même Monaco, là, en fait, c'est des joueurs qui étaient pas très connus et c'est qui ça. ensuite ont prouvé qu'ils avaient le niveau Ligue des Champions comme, Mmh, mmh. Radji, comme, Subasic et cetera. Mais quand ils signent en Ligue 2, ils sont pas aussi connus enfin, en Ouais, tout cas, ils ont pas autant de background qu'un Maxime Lopez, avec, la Sassuolo et la Fiorentina, ouais, ouais, à part Monaco, peut-être que j'en oublie sans doute. Sur 10 ans, il y a peut-être eu quand même un ou 2 gros coups comme ça. Mais là, ouais, non, récemment, en tout cas, ça me paraît quand même, assez dingue, l'ampleur du mercato, ouais. Après, mmh mh. on peut citer un peu Andy Carroll l'année passée, en Ouais. termes médiatiques. Mais, pareil, Andy Carroll, voilà, il approche plus de la fin aussi et je pense que ses meilleures années étaient derrière lui aussi. Donc ouais, non, franchement, en termes de gros transferts, c'est vrai que chapeau au Paris FC. Est-ce qu'on passe au flop? Ou est-ce Oui, qu'on Allons-y. ajoute encore allez, passons go. au sujet qui fâche, au flop de la troisième journée. On repart dans le même sens, Julien, quel est ton flop? OK. Et ben mon flop, ça va concerner malheureusement le Stade Malherbe de Caen et j'aimerais bien ne pas avoir à les citer parce qu'enfin il y a du positif, enfin il y a un point avec un match,
plus cohérents quand même qu'on les a vu faire contre Annecy ce vendredi dernier. Dans les statistiques, alors ça dépend un petit peu de qui comptabilise, mais c'est soit 12 tirs et un seul cadré, ou 13 tirs et seulement 2 cadrés. Donc voilà, quoi qu'il arrive, c'est pas fameux, et c'est un petit peu une donne qui se répète depuis le début de la saison. C'est beaucoup de tirs contrés, c'est beaucoup de tentatives assez proches de la cage qui finalement soit s'envolent au-dessus de la barre, soit passent à côté. D'ailleurs, je pense que c'est Romain Thomas qui a été le joueur le plus dangereux du Stade Malherbe de Caen ce vendredi dernier, avant le but de Rajo qui marque de l'extérieur de la surface. Donc au final, c'est l'occasion un peu la moins significative. C'est une frappe de plus loin qui est moins marquante, même s'il n'est pas trop marqué par les défenseurs qui rentrent au fond des filets. Et finalement, les grosses opportunités, on les met à côté, ou alors il y a toujours une jambe pour nous bloquer. Bon, alors Annecy, à l'extérieur, on sait qu'ils ne vont pas non plus te laisser entrer comme ils veulent dans leur surface. Mais voilà, c'est un truc à corriger pour Caen. Je sais bien que voilà, Mendy il débarque tout juste, il a rentré à une demi-heure avant la fin, je crois, et puis de toute façon, il n'avait pas fait une prépa complète avec le club, il est encore en train de se rôder, et puis est-ce que tu peux vraiment compter sur lui alors que tout l'été, il a fait le forcing pour un peu partir? Voilà, je me pose la question. Moi, je suis pas forcément encore très inquiet pour Caen. En tout cas, pour un maintien, je pense qu'ils vont largement redresser la barre, même si ils sont qu'à un point pour l'instant et plutôt dans le wagon, dans le dernier wagon. Mais en tout cas, quand tu vois les équipes qui performent pour l'instant, des Guingamp, des Lorient, Paris, même Bastia, ce qu'ils proposent, Bastia, c'est très clinique. Au final, il y a peu de vraies bonnes occasions, mais tu vois qu'ils ont une grosse marge de progression et qu'ils marquent quasiment à chaque incursion dans la surface adverse. Caen, c'est poussif, quoi. D'un côté, tu peux te dire ils vont se débloquer à la prochaine journée en marquant 3-4 buts parce que pour une fois ils vont réussir à cadrer leur frappe. Mais voilà, il y a quand même du boulot à faire devant le but, et on sait bien que ça fait toute la différence en Ligue 2. Si tu es efficace ou si tu l'es pas, soit tu es un Bordeaux de la saison dernière et tu finis 12e un peu dans le ventre mou, soit tu peux arriver à des places comme Saint-Étienne pouvait l'être sur la fin de saison, 3e. Donc voilà, attention à Caen à pas trop prendre de retard à cause de ces ratés. D'ailleurs, tu me fais penser que je voulais dire un petit mot de Bastia quand même dans les tops aussi. Alors de l'aveu même de Benoît Thavenot, le match n'a pas été, très fameux, à C'est vrai. Marseille, contre Martigues, mais voilà, Bastia reste solide, nouveau clean sheet. 1-0 avec, Clément Rodriguez, ça suffit, et Bastia est toujours invaincu, 2 victoires, à match nul, et seul 2e. Donc voilà, petit mea culpa, j'ai oublié de l'inclure dans les tops. Je voulais en parler, et je suis passé trop vite sur les flops. Donc voilà, petite mention spéciale quand même, là aussi au travail de Benoît Thavenot, avec un effectif complètement remanié, beaucoup de jeunes, Et une sans attaque aussi avant-centre digne à de ce nom. c'est ça, avec une attaque complètement à reconstruire, et finalement, Clément Rodriguez, décisif quand même. Voilà, Bastia va devoir faire mieux quand même, parce qu'ils gagneront pas toujours avec du contenu moyen comme ça, mais comptablement en tout cas, il faut saluer le bon début de saison des Corses. Étienne, ouais, tu parlais de hold-up tout à l'heure, la victoire d'Amiens, là, le point d'Annecy, on n'est pas loin du hold-up aussi. Là, tu vois les stats, 75-25, voilà, 0 corner à 6, c'est 12 tirs contre 8 tirs quand même pour Annecy, hein, comme quoi ils Ouais. ont su se projeter. Ouais, non, il va falloir que Caen s'organise définitivement en attaque, quoi. Donc, qu'ils sachent avec qui ils y vont. Alexandre Mendy, si c'est lui, et dans quel état d'esprit, Et sinon ce sera surtout les Koulibaly, quoi. Donc, messieurs, ouais, voilà, parce que surtout, en fait, ils se retrouvent du coup avec Koulibaly et Mm. Mendy qui ont un peu le même profil. Est-ce qu'ils vont pouvoir être associés, ces 2 joueurs-là? j'en Je suis sais pas pas trop. certain, même si Koulibaly jouait dans un système à 2 attaquants à QRM, mais Oui. pas Ouais, mais avec avec un Soumano. profil identique. Oui, voilà. Mmh. Donc ça va être une Et- question aussi, ou alors il faut vraiment, mettre des 3-5-2, 2 mm. pistons très hauts qui envoient des centres à, parce que là tu as 2 gabarits comme Mendy et Koulibaly dans la surface. Si tu arrives avec tes pistons à envoyer des centres sur centre comme Rodez en fait, le Ouais, faisait l'année c'est ça. passée, Mais c'est franchement pas là, Ali Abdi qui va il y a de les quoi faire. envoyer les centres parce qu'il est à Nice Oui, maintenant. c'est Et Quentin puis, Lebieuche.
Et puis Rodez, ils avaient Corredor et Untonji, deux joueurs comment dire, qui étaient vraiment un peu sur le début de leur carrière, que Didier Santini a fait beaucoup bosser sur l'explosivité, sur l'accélération. C'est pas une équipe de possession comme Caen qui a 75% du ballon et qui voilà va. Alors certes oui, avec Caen tu peux avoir beaucoup de ballons dans la surface, mais l'avantage de Corredor et Untonji c'est que les mecs ils prenaient tout le monde à revers et qu'ils étaient avant tout le monde dans la surface adverse. Là ça va pas être le cas. Ouais, C'est c'est clair. voilà. Mais bon, on va voir, c'est à Nicolas Seub, hein, de toute façon Ah oui. de trancher sur cette question. Mais c'est vrai que je pense que Koulibaly, ça a été un peu pour anticiper un départ de Mendy, dans le Mhm. profil en tout cas, et que du coup, bon après, voilà, vaut mieux avoir 2 C'est ça. attaquants, au cas où il y a des suspensions, des blessures. C'est jamais de Mhm. trop, voilà, d'être 2. Mais il va falloir trouver la bonne formule pour Malherbe et c'est vrai que au vu des statistiques, tu as raison Julien, d'insister sur le manque d'efficacité offensive. C'est un match que Caen doit gagner, tous les jours, au vu de Mhm. du scénario et des statistiques. Étienne, je te laisse la parole pour ton flop. Je vais citer, une des équipes qui a été, très souvent, dans les tops, de l'année dernière, c'est Rodez. Je suis extrêmement, inquiet pour Rodez. Mhm. J'ai l'impression c'est le scénario QRM, qui risque de se répéter, à Rodez. Je rappelle un QRM qui avait fait une saison 2022-2023 exceptionnelle, qui avait surpris tout le monde avec une équipe, qui avait beaucoup d'allants offensifs et qui était arrivée bien au-dessus, de ce qu'on pouvait attendre. La Rodez, qui avait fait encore mieux puisqu'ils avaient fait les barrages, la saison dernière. Donc 3 défaites. Et je rappelle qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, et dont des joueurs majeurs comme Untonji, Danger, Royao, Rajo, Corredor. Et là, quelques heures avant le match contre Dunkerque, on apprend que Giovanni Hack s'en va. Donc Didier Santini, il fait de l'excellent taf depuis qu'il a Rodez, mais il va peut-être pas pouvoir faire de miracle non plus. Bon, il a eu des nouveaux joueurs qui sont arrivés pour compenser, mais bon, quand on perd une telle qualité, c'est quand même compliqué. Et je rappelle que Rodez, le premier match contre Ajaccio, c'est 0 tir cadré. À domicile contre Metz, c'est cadeau sur cadeau avec une défense qui était un peu à côté de ses pompes, on va le dire. Et là, contre Dunkerque, je crois qu'il y a eu un seul tir cadré. Voilà, C'est ça. donc on enchaîne les prestations inquiétantes pour Rodez, et c'est vraiment dommage de voir des équipes comme ça qui font des saisons formidables et qui, à l'été arrivé, tapent le plafond de verre et qui ne peuvent pas vraiment profiter de la dynamique. Ouais, c'est un peu le paradoxe, tu as raison Étienne, des équipes surprises, où finalement, bah, toutes les individualités ressortent et du coup, attirent les convoitises et on sait très bien qu'à l'échelle de Rodez, ou de QRM par le passé, quand tu fais des transferts payants, tu t'assures, la sérénité financière et c'est pas négligeable et en fait, tu as pas trop le choix et même dans la tête des joueurs. Quand les joueurs commencent à être sollicités par des clubs étrangers ou de Ligue 1, Mhm. Mhm. bon, c'est dur de les retenir. À Rodez, on sait que l'ambition, ça va pas être de jouer les barrages chaque année, on le sait très bien. Donc, une fois qu'un Corredor, il a claqué plein de buts, une fois qu'un Giovanni Haig, il a fait son boulot, une fois que Rajo, pareil, bah, c'est sûr que c'est des cadres qui sont très difficiles à retenir. Et alors je partage ton inquiétude je trouve que la comparaison avec QRM est très, très bien trouvée. Après par contre, je trouve pas les contenus si inquiétants que ça pour le moment. Si on reprend le fil, à Ajaccio, ils font vraiment une super rencontre et ils prennent un but un peu venu d'ailleurs de Barreto, mais franchement le 0-0, il serait pas forcément immérité, voire même comme tu l'as dit avec plus d'application offensive, ils peuvent l'emporter à Ajaccio. Bon le match de Metz, si clairement il passe totalement au travers, bon voilà ça arrive, hein, c'était un jour sans et là à Dunkerque encore une fois dans le contenu, ils sont coude à coude, on le voit avec les statistiques et ils sont pas dominés, ils sont pas ultra dominés en tout cas, mais effectivement tu as moins de solidité défensive et voilà et offensivement pour l'instant, bah, ouais la paire Corredor-Ntunji elle est difficile à remplacer. Il y a des recrues qu'il faut intégrer, qui découvrent les principes de jeu et cetera. Bentaleb, voilà, Mhm. Nkada et cetera. C'est normal, ça va prendre un peu de temps. Maintenant, effectivement, là, je te rejoins, c'est qu'il y a déjà 9 points distribués, 0. L'avantage, c'est qu'il y a plus les 4 descentes directes, donc il y a un barrage en terminant 16e, donc c'est pas encore trop grave. Mais je suis d'accord avec toi, faut pas prendre trop de retard non plus, parce qu'après, on sait très bien que il y a des clubs qui ont des dynamiques négatives en début de saison et qui s'en sortent jamais, 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 alors qu'on s'attend pas sur le papier à les voir descendre. Et Julien, d'ailleurs, l'année passée, QRM, pendant longtemps, on disait, on s'inquiète pas parce qu'en fait, ça va tourner parce que dans le contenu, c'était vraiment bon.
Et en Ouais. fait, non, ça a jamais tourné. Il y avait toujours soit des erreurs défensives, soit un manque d'efficacité offensif et puis, Mmh. ben, tu en fait, En petit à fait, petit, tu t'enfonces, ça quoi. pèse, mais ça pèse d'être dans la zone rouge. Ça Bah, ouais. surtout quand tu joues bien et que tu es pas récompensé chaque week-end, bah, il y a un moment où c'est normal que les joueurs, ils perdent confiance et que, voilà, tu aussi tu testes des choses, mais en testant, ben, tu as pas la régularité d'un 11 qui s'entend bien et comme Rodez pouvait l'avoir l'an dernier, même si, tu avais des fois un petit peu de roulement avec Arconte et tout ça, mais globalement, tu avais la même, équipe alignée chaque semaine et les joueurs qui étaient fit toutes les semaines. Bah, là, voilà, là, il va falloir encore bricoler pour trouver. Après, franchement, le fait qu'il y ait toujours Didier Santini, pour moi, c'est quand même une valeur sûre. Et je pense qu'après peut-être allez, 5, 6, 7 matchs à prendre de l'expérience, voilà, tant que tu prends pas trop de retard, on va dire, sur les concurrents au maintien, Mmh. tu vas quand même avoir une équipe type qui va se dégager et peut-être des joueurs qui vont émerger, qui vont enfin prendre du galon et montrer qu'ils ont leur place en Ligue 2. Mais voilà, il va falloir pas trop tarder quand même. Et un petit mot sur Dunkerque, bah, c'était une confrontation directe entre 2 équipes à 0 points, 2 équipes qui a priori, ont l'objectif premier de se maintenir et voilà, ça cette victoire-là va faire beaucoup de bien à Dunkerque, là aussi qui menait 2-0 à Paris, hein, on le rappelle avant de perdre 3-2 dans les dernières Mm. minutes donc là aussi il y a du potentiel à Dunkerque et malgré tout, cette je pense que cette victoire va les libérer et une mention spéciale au buteur Maxence Riviera hyper généreux. Lui aussi fait des grosses différences à gauche depuis qu'il est arrivé et ça récompense son activité avec, bien sûr Bardelli toujours, comme électron libre et comme joueur qu'on est très content de conserver en Ligue 2 cette année. Mais en tout cas, ouais, voilà, petite mention pour Dunkerque qui lance, sa saison contre Rodez. Et pour terminer, alors je vous avoue que c'était compliqué de trouver beaucoup de flops franchement sur cette journée parce qu'on avait plus de tops que de flops, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce sera un mini flop pour ma part, mais forcément le FC Metz à domicile, même s'il ne perd pas, même si Metz est encore invaincu avec, 2 nuls et une victoire, eh bien ces 2 matchs nuls ont sensiblement connu le même, scénario, c'est-à-dire un partout avec une égalisation, très, très tardive sur le gong. C'était un coup franc de Jalot, contre Bastia lors de la première journée sur le coup de sifflet final clairement et là c'était à la 95e minute avec Ismaël Traoré sur un beau but, hein, pour le coup avec Gauthier Hagne, une tête, sur le poteau et Traoré qui était monté, pour apporter le surnombre. Mais voilà, forcément le FC Metz, s'il a des ambitions de monter directement en Ligue 1, à la maison surtout, il va falloir, faire mieux que ça. Encore une fois, bah, Laval, on les connaît, c'est un adversaire qui respecte son plan de jeu à la lettre, qui a failli fonctionner. Ils marquent sur coup de pied arrêté, Mhm. ils ont même, des bonnes situations aussi au-delà des coups de pied arrêtés sur les transitions. Donc voilà, 70 de possession pour le FC Metz, mais il faut pas que ça devienne stérile et une caricature de juste de possession pour possession. On sait que Stéphane Le Mignon, il déteste ça justement, c'est pas une possession stérile qui l'intéresse et c'est vrai qu'on a senti le même scénario que contre Bastia, je sais pas si tu te souviens Julien, mais Ouais. contre Bastia, clairement, on voyait un Metz, qui avait le ballon, mais bah, passé, arrivé les 30 derniers mètres, c'était compliqué de trouver, en tout cas, le l'élément déclencheur ou en tout cas le geste juste, parce que je me souviens qu'il y avait eu énormément de centres, par exemple de Kouao, il y avait eu, des débordements de Jalot et à la finition, bah, Sané, c'était pas trop ça. Donc effectivement, c'est la grosse marge de progression du FC Metz et voilà 18 tirs, 3 cadrés, bah, enfin, j'ai l'impression que c'est le symptôme de beaucoup de clubs en ce début de saison de Ouais, ouais. vraiment, vendanger. Mais voilà, c'est pas un vrai flop parce que Metz est invaincu et il y a pas d'urgence, il y a pas le feu au lac. Mais voilà, pour monter directement, pour finir dans les 2 premiers à Mhm. domicile, il va falloir gagner les matchs et au moins, le scénario de j'égalise à la 94e, ça fait déjà 2 fois qu'il se produit en 3 journées. Ça va pas se produire, le miracle, il va pas arriver toutes les 15 jours non plus. Donc voilà, petit avertissement, j'ai envie de dire pour les Grenats. Je pense que les supporters partageront sans doute et en même temps, bah, bravo à Laval, qui, dans la lignée de l'année passée, f sait faire déjouer les favoris et alors Laval qui ne compte qu'un point, c'est vrai qu'il démarre un peu moins bien que l'année passée, mais malgré tout, là aussi, je m'inquiète pas trop pour Laval. Je pense que, ils vont réussir à vite, remonter dans le milieu de tableau, sans trop de problèmes. Mhm. Je sais pas si vous avez, des choses à ajouter sur cette, rencontre? Bah non, mais on se dit presque que Laval, ils ont marqué trop tôt quand ils marquent à la cinquième et que tu vois Ouais. ensuite la déferlante, surtout au début de la deuxième mi-temps, là, quand tu vois les Grenats qui poussent et tu te dis, ouais, bon, ils vont en marquer trois quatre, c'est fini.
mais en fait, ils tiennent quasiment jusqu'au bout. Bon, il y a la grosse frustration, bien sûr, de se prendre un but à la dernière minute du temps additionnel. En plus, c'est le gardien qui repousse et il y a Traoré qui est tout seul devant la ligne de but C'est le poteau, pour c'est la le mettre. poteau. Ah, c'est le poteau en plus, ouais, qui Ouais, c'est le repousse. poteau, ouais. C'est une Ouais, non, tête c'est sur le ça. poteau et c'est le poteau C'est qui ça, repousse voilà, sur excuse-moi. Traoré. Non, mais voilà, et après, ouais, Traoré, il a un but ouvert, mais ouais, non, forcément, c'est rageant. Mais oui, vraiment chapeau à Laval pour être capable de garder le score aussi longtemps, comme 90 minutes, tout simplement. Mmh. Le garder 90 minutes contre une équipe Messine à domicile qui a outrageusement dominé. Et ouais, non, je suis un petit peu déçu de Metz sur ce début de saison. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place. Gauthier Hain, il va aussi apprendre un petit peu à se connaître avec ses nouveaux partenaires. C'est vrai que même à Auxerre, hein, De Minguet. oui, de Minguet, bien sûr, mais même à Mmh. Auxerre, Gauthier Hain, ça n'a pas commencé tout feu tout flamme comme il a pu être aussi bon sur la dernière saison avec Auxerre, quoi. Donc peut-être qu'il y a un petit temps d'adaptation aussi à lui laisser, ce qui est parfaitement normal. De Minguet, pareil, voilà, il va falloir aussi un petit peu de temps. Et après, je pense que le retour d'Elisor va faire beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, si il revient rapidement, ça peut permettre à Metz de se remettre sur de bons rails juste après la trêve internationale, parce que après, ils ont 5 points, hein, donc en soi, ils n'ont que 4 points de retard sur Paris, qui est premier. Il n'y a rien de dramatique encore, hein. Et surtout que dans le jeu, franchement, tous les bons signaux sont là. Mais voilà, il manque quand même juste ce petit plus qui devrait sans doute arriver quand le numéro 9 titulaire sera là bien présent. C'est juste qu'en fait, en faisant des matchs nuls à domicile, ça «t'oblige» entre guillemets à Mmh. aller gagner à l'extérieur à chaque fois, Ah, c'est ça. si tu veux finir dans les 2 premiers quoi. Donc ils se mettent juste un peu de pression par rapport à ça, de pas savoir faire la différence à domicile alors que tu as la maîtrise du ballon, les chiffres avec toi, mais que pour l'instant, c'est encore un peu trop peut-être stérile, pour faire la différence comptablement. D'ailleurs, Elisor, ancien de Laval, hein, qui on se souvient qui Mmh. s'était bien relancé, sous le maillot tango donc effectivement, on a hâte de revoir, Simon Elisor sur les terrains de Ligue 2. Messieurs, il y a un match dont on n'a pas parlé dans ces tops et dans ces flops, c'est Ajaccio 3, victoire de l'AC Ajaccio sur le fil, 2-1 dans une rencontre marquée par quelques faits d'arbitrage. Alors voilà, on n'invente rien évidemment, l'arbitrage est toujours, susceptible d'amener du débat. On n'est pas là pour taper gratuitement sur les arbitres non plus, mais c'est l'occasion de se rappeler que normalement cette année devait arriver la VAR en Ligue 2. C'était la révolution annoncée en grande pompe l'année passée par la LFP. On a même vu des inside, des reportages vidéo avec, la formation des arbitres à cet outil. Ça a duré 1 an pour finalement, sans véritable communication, publique, en plus de la part de la LFP, Mmh. ce projet dans les cartons. La raison, eh bien, on fait des économies, comme il faut, payer le salaire de la brune non pardon, comme il faut, comme il faut, faire des économies partout, eh bien, on a décidé de pas installer, la VAR dans les terrains de Ligue 2 donc voilà, on se retrouve avec des faits de jeu, hein, à l'ancienne, le foot à l'ancienne. Alors, est-ce que c'est si problématique que ça? C'est le débat du jour et on attend votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre la VAR? Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui doit servir le championnat? Au contraire, est-ce que vous pensez, à l'image de LOSC PSG où il y a encore une énorme polémique là ce week-end, que finalement cet outil n'est pas forcément indispensable? J'avais envie de vous entendre, là-dessus, un peu à chaud parce qu'on n'a pas préparé du tout ce débat en amont, comme ça on se garde nos arguments, en dernière minute. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas qui veut la parole en premier, peut-être Étienne, sur ça. Est-ce que pour toi c'est problématique de ne pas avoir la VAR en Ligue 2? Pas du tout parce que moi je suis pas un grand amateur, de la VAR, à la base donc je pense qu'une compétition, de foot peut très bien s'en passer. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques championnats en Europe, qui sont en train de réfléchir à revenir en arrière. La VAR finalement, elle a fait que déplacer, le problème parce que quand il y a une présomption d'incompétence sur l'arbitre ou une présomption, de malhonnêteté, Mmh. ça n'a pas disparu en fait, parce que maintenant quand un supporter s'estime, lésé par une décision contre son équipe, il se dit: «Pourquoi, la VAR n'est pas intervenue quand il y avait une faute, quand mon attaquant était dans la surface, alors qu'elle a intervenu dans un autre match?» Donc en fait, ce sont
les mêmes débats, les mêmes polémiques, les mêmes suspicions contre les arbitres ou leurs assistants, sauf que ça coûte quelques millions en plus et des caméras à installer. Donc je pense que finalement, on a les mêmes polémiques maintenant en Ligue 2 qu'en Ligue 1, avec un championnat sans VAR, un championnat avec. Donc on n'est pas plus mal sans finalement. Étienne, tu as bien posé le contexte de tout ça. Maintenant, Julien, je te donne les faits de jeu d'Ajaccio 3. On va prendre le cas concret. Pourquoi on choisit cette rencontre? Puisque l'Estac menait 1-0 grâce au but de Rafiki Saïd. J'ai plus la minute en tête, c'était assez tôt. Ouais, 12e, moi j'allais dire 12e. Donc assez tôt dans la rencontre, l'Estac mène. L'Estac qui fait complètement déjouer Ajaccio. Franchement, en première période, Ajaccio a pas énormément d'occasions. Ils n'arrivent pas trop à être dangereux. Le plan se passe bien jusqu'à la 43e minute où le jeune latéral gauche Hamdi est exclu directement pour une semelle aérienne un peu qui termine d'abord sur le ballon puis sur la jambe de l'Ajaxien. À vitesse réelle, on était tous plus ou moins d'accord pour dire que ça mérite rouge. Oui. Mais au ralenti, puisque nous, téléspectateurs, journalistes, disposons des ralentis, on se dit: «Bon, est-ce que c'est pas maladroit, mais est-ce qu'un rouge direct est justifié? Ou est-ce qu'un carton jaune peut-être, aurait suffi?» Bon, le débat est ouvert. En seconde période, bon, clairement là, le penalty accordé à Ajaccio, donc à la, 52e minute, transformé par Christopher Ibailly. Là, c'est vrai qu'il pose un peu plus problème parce que encore une fois, à vitesse réelle, je sais plus, je crois que c'est Strata qui passe devant le défenseur et il s'écroule. À vitesse réelle, on a l'impression que les défenseurs, Mmh. touchent au niveau des jambes l'attaquant et que le pénalty est justifié. Bon, quand on voit le ralenti, clairement, on voit que l'Ajaxien, je vais pas dire qu'il se laisse tomber, mais pas loin et en tout cas, il influence grandement l'arbitre, voilà, en profitant de sa position pour s'écrouler dans la surface. Donc penalty, Ajaccio à 11 contre 10, un partout et Ajaccio qui, s'impose sur le fil à la 90e minute avec un ciseau néanmoins, somptueux de la Ah part de oui. Yohann Tousgar. Voilà, sur le fil, Ajaccio qui s'impose et puis c'est toujours le même, un peu le même refrain, c'est que, l'Estac est bon dernier et quand c'est comme ça, on a l'impression que tous les faits de jeu sont défavorables, que le sort s'acharne. Rappelons aussi que Stéphane Dumont, en conférence de presse, donc a partagé un peu son agacement parce qu'il s'estimait déjà, victime d'un penalty un peu, un peu sévère, la semaine précédente à Clermont où, les Stacks s'étaient inclinés et là, on va dire, bis repetita à Ajaccio. Donc il avait un peu dur l'ami Stéphane Dumont. Alors c'est pas le Mmh. plus véhément des coachs de Ligue 2, c'est pas celui qui sort les plus grandes punchlines, mais il était quand même très déçu et voilà, concrètement, peut-être qu'avec le VAR, alors on est toujours à des peut-être finalement, mais bah, ce penalty, s'il est pas sifflé, ça change complètement la dynamique du match et dans Mmh. ce cas-là, est-ce que c'est problématique de pas avoir la VAR, quoi? C'est ce débat. J'ai, et pour revenir à l'action Hamdi Strata, j'ai un autre petit exemple à vous soumettre. C'est pendant le match Toulouse-Marseille en Ligue 1. Il y a Franck Magri qui fait un pied haut, je crois Oui. que c'est sur Quentin Merlin, je crois. Et Stéphanie Frappard sort immédiatement le rouge. Mmh. Et quand on voit les images au ralenti, c'est un peu pareil. On voit que Franck Magri, il essaye un peu de retirer sa jambe, mais que c'est pas non plus une semelle hyper violente. Et on Mais se c'est dit rare que, aussi. en revoyant les images, peut-être que ça aurait pu être qu'un jaune. Mais en fait, finalement, non, ça a été rouge direct, ça n'a rien changé. Donc, je vous assure que le VAR, en fait, c'est des gesticulations pour en Mmh. revenir à chaque Mmh. fois aux mêmes polémiques et aux mêmes problèmes. En fait, deux cas de figure assez similaires et deux incompréhensions aussi assez similaires, malgré la Mmh. VAR d'un côté et pas de l'autre. Bah, disons que à part pour certaines très grosses erreurs, le VAR sert pas à grand chose. Sachant que Mm. des fois, ces grosses erreurs, et ben, ça intervient sur l'action qui mène à une touche pour une équipe, et ensuite la touche est jouée, et ensuite il y a but. Sauf que ben, même si le VAR revoit le but, et ben, il ne peut pas aller voir sur l'action qui est menée à l'arrêt de jeu précédent. Et donc au final, ben, l'équipe est lésée quand même par une erreur d'arbitrage, mais le VAR ne l'inverse pas. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que toutes les semaines ou presque, on a un coach en Ligue 2 qui se plaint de cette absence de VAR.
c'est quand même eux les acteurs principaux. Hein, voilà, nous on est journalistes, mais c'est eux qui sont bon, peut-être aussi un petit peu sur le feu de l'action avec en étant lésés sur un match en particulier. Voilà, ils se plaignent. Je crois que c'était Luis Castro la semaine précédente qui disait que c'est pas normal que dans un championnat professionnel on soit pas équipé au moins qu'en Ligue 1, alors que ben, je ne sais pas combien d'équipes en Ligue 2 ont connu la Ligue 1 dans un passé récent, mais c'est facilement la moitié, les 2 tiers. Donc oui, très clairement, il y a un problème d'équité entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2. Après, le problème, c'est que c'est pas que la volonté manque d'instaurer la VAR, c'est qu'il n'y ait pas l'argent pour le faire. Et là, bon, messieurs, si jamais, ça m'étonnerait, hein, mais si jamais il y a des gens qui vont voter pour le conseil, enfin pour la présidence de la LFP, voilà, se rappelle un petit peu de pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec si peu de moyens à investir dans les ligues professionnelles en France cet été. Ben voilà, peut-être qu'il y a une bonne décision à prendre dans les semaines à venir. En attendant, voilà, on va devoir faire sans, et si on fait sans, ben, en même temps, il faut jouer sans. Et jouer sans, ben, ça veut dire aussi jouer intelligemment comme Strata. Voilà, vous dites que peut-être qu'il se laisse un peu tomber, bah, n'empêche qu'il l'obtient, et ça va l'encourager à recommencer la prochaine fois si jamais ça se produit encore. Donc voilà, c'est soit aux arbitres d'être encore 2 fois plus vigilants sur ces cas de figure-là, mais je ne dis pas qu'ils sont incompétents, loin de là. Soit voilà, aussi aux joueurs peut-être qui se sentiraient lésés de ne pas avoir obtenu ce penalty-là dans un sens, bah, de le faire dans l'autre sens aussi. Bah, voilà, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Il faut jouer avec les règles et jouer avec Mais les outils qui sont disponibles. voilà, parce que chaque semaine, il y a un acteur de Ligue 2 qui se plaint de Ah l'absence de oui. VAR, mais chaque semaine, il y a un acteur de Ligue 1 qui se plaint de sa mauvaise utilisation Voilà. de son existence. Donc, et si la solution, c'était d'arrêter de se plaindre? Non, Ça, ce sera impossible. On est non, en c'est France, impossible. on Que adore, on même en adore. district, on supporte pas les injustices C'est arbitrales, vrai. donc Ah ouais, je vous le C'est garantis que vrai. ça n'arrêtera pas. Mais non, alors moi, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable de la VAR parce que de base, moi, je suis pas un fervent défenseur, ne serait-ce que par le côté que ça coupe un peu l'émotion aussi, voilà, le nombre de fois où maintenant il y a des buts en Ligue 1, on sait jamais trop s'il faut célébrer, pas célébrer, on voit des célébrations des fois après 1 minute 30 de réflexion, ça perd toute spontanéité. Bon voilà, ça dénature déjà un peu, le football en tant que tel. Malgré tout, il y a des cas concrets aussi là dont on parle pas d'Ajaccio 3, mais c'est les hors-jeux. Et heu oui. et en fait, c'est toujours pareil, c'est normalement hors jeu, c'est voilà, c'est binaire, enfin, c'est oui ou non. Et parfois on se plaint que, oui, ah oui, mais le hors jeu il est sifflé parce qu'il a 5 centimètres de pied qui est devant. Bah ouais, mais en fait, dans ce cas-là, on dit quoi? Que le hors jeu, c'est sifflé s'il y a, seulement, 30 centimètres de marge et pas 5 centimètres. Mm. Donc c'est vrai que sur les hors jeux, globalement, je pense quand même que ça peut être un outil, s'il est bien utilisé encore une fois, et là est la différence, qui peut être pratique. Encore une fois, lorsque PSG, il y a une grosse polémique sur un hors-jeu, sifflé alors qu'il n'y avait pas. Et heu et l'autre, moi je militerais beaucoup plus pour la goal line déjà dans un premier temps. Mm. Parce que la goal line par contre, je trouve ça scandaleux que la Ligue 2 ne soit pas Ah oui, équipée de goal line technologie. Ça, ça marche. je Hein. suis désolé, mais les arbitres, ils peuvent pas avoir des yeux bioniques. Jusqu'à preuve du contraire, ils pourront jamais se mettre au-dessus de la barre pour voir, si le ballon est rentré ou pas. C'est des situations des fois où il y a 10 joueurs dans la surface sur après un cafouillage sur un coup de pied arrêté. L'arbitre assistant, il peut pas être aligné tout le temps sur la ligne parce qu'il doit suivre, la ligne de hors-jeu. Ça, c'est pareil. Moi, je me souviens, il y a quelques années là, de Gaël Angoula qui avait pas Ouais. accordé un but à Caen, je crois, Ouais, contre Dijon. contre Dijon. Bon, clairement, avec les ralentis, on voit que le ballon est rentré d'1 mètre avec les ralentis. Mais Mm. encore une fois, lui, il est pas aligné, son assistant, il est pas forcément aligné sur l'action parce que c'est une phase Mais de regarde jeu. autre chose. Ouais. Et aujourd'hui, on est en 2024, il y a toujours pas la goal line. Alors je sais pas combien ça coûte de mettre la goal line, mais tu les stades de Ligue 2 de goal line, bon, ça doit pas être, par rapport au budget de la LFP, je pense pas que c'est 50 du budget de la LFP. Et pour un championnat professionnel, ne pas avoir au moins la goal line, on va en avoir, Mm. des polémiques cette saison encore, forcément. D'ailleurs, le but de Laval, bon, il Oui. rentre, hein, il rentre, Ouais, mais au mais début, j'ai cru qu'il typiquement n'allait le pas être ballon. accordé. Ouais. Franchement, le ballon, il est allez, 10 centimètres, un peu moins rentré. Enfin, je veux dire, Oukidja, il arrive à le Mm. garder 10 centimètres un peu plus près de lui. Franchement, est-ce qu'on sait s'il est rentré ou pas avec Ouais, non. certitude? Mm.
jamais. Donc en fait, on le voit que ça arrive quand même entre guillemets «assez souvent», ça arrive pas tous les week-ends, mais ce genre d'ailleurs le 1re journée, le but de Lorient, c'est pareil, hein, Ah c'est oui, contre Martigues. La balle, elle rentre, oui, a priori, elle rentre, mais en même temps, on a que des angles de côté. On n'a aucun angle du dessus c'est vrai. et je vais pas vous faire une leçon de perspective, voilà, mais on sait très bien qu'en fait, il y a que du dessus qu'on Mmh. peut voir si la totalité de la sphère, et a franchi la ligne ou pas. Donc voilà, moi, c'était plutôt mon coup de gueule sur l'absence de goal line. Maintenant, l'absence de VAR, je suis plutôt d'accord, je trouve pas qu'elle soit problématique. J'aurais honnêtement, je suis pas fervent défenseur de la VAR, mais j'aurais quand même aimé avoir une saison, au moins une saison test de la VAR et voir en termes de D'accord. plainte des entraîneurs, parce qu'en fait, on la réclame, comme tu dis, les acteurs la réclament depuis longtemps et en fait, est-ce qu'on aurait pu voir si le nombre de plaintes avec la VAR aurait diminué, augmenté ou serait resté le même? Et comme dit Étienne, finalement, on a l'impression que les polémiques restent les mêmes, sauf que ça déplace, le problème. Ça Donc juste, voilà, par curiosité, j'aurais aimé voir quand même l'instauration de la VAR cette année. Ça avait mmh, été annoncé, ben, on était curieux de voir ce que ça allait donner quand même. Les arbitres avaient été formés pour et cetera. Je trouve dommage que ça a été jeté à la poubelle comme ça du jour au lendemain, pour, d'obscures raisons, qui dépassent le cadre de la Ligue 2. ouais. Donc voilà. Moi, c'était mon point de vue sur ce débat. Je pense qu'on a été assez complet. Je sais pas si vous voulez encore ajouter un argument que vous aviez, Non, gardé dans le chapeau? juste pour terminer, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est intéressant d'avoir des outils comme la Goal Line Technology et la VAR dans certains cas où l'arbitre se trompe sur les faits. Après, Mmh. quand on rentre, sur les questions d'interprétation, c'est là où on s'en sort plus, et Les qu'on mains, arrive, typiquement, tu vois? ouais. Les mains, Alors tu beau avoir la VAR, oui, bah, d'autant que la règle de la main change tous les 6 mois, bah, c'est plus ça. personne n'y comprend rien depuis un moment, donc là, c'est très compliqué, donc On n'est pas à l'abri en plus que la règle du hors-jeu change et que maintenant ce soit le bout du pied Ouais. du talon de l'attaquant qui soit pris en compte et ah ça oui. changera absolument rien Ah ouais, ouais. au fait Et que ça se joue à un et centimètre. Oui, bah oui, et en ça plus, les restera règles au millimètre, on n'en peut plus, hein. Ça n'a aucun Ah ouais, intérêt. non, non. bah, ouais, ouais, c'est clair et en même temps, bah, s'il y a hors-jeu de 5 centimètres, il y a hors-jeu de 5 centimètres, tu vois? Oui, C'est ça paraît Mais ouais, bête à vitesse réelle de se dire que le gars est sur la même ligne et qu'il y a 5 centimètres, mais bon, en fait, à partir du moment où tu dans joues avec la l'esprit VAR, de la tu as pas le règle, le choix. hors-jeu, c'est pour pas profiter d'une position à en gros, Ouais. c'est pour qu'il y ait pas d'attaquant, qui se plante devant le but comme des Ouais, poteurs ouais, à ouais, bien leur sûr. balancer un ballon. Donc là, quand c'est à 2 centimètres, le fait de chausser du 43 plutôt que du 39, Ouais. ça te met hors-jeu, bah, non, enfin, tu en tires aucun avantage, en fait, ouais. Non, c'est clair, on est d'accord, on est bien d'accord. Donc voilà, en tout cas, voilà notre avis. On vous laisse nous donner, vos arguments aussi, je suis sûr qu'on a peut-être oublié certains aspects. Vous qui suivez aussi sans doute la Ligue des champions, l'Euro, les grandes compétitions où la VAR est instaurée, dites-nous si vous préférez, du foot avec ou du foot sans VAR comme en Ligue 2. On a hâte de voir, vos avis et comme d'habitude, messieurs, un petit coup d'œil sur, les matchs de la 4e journée. Le temps que mon PC alors ça y est, mon PC rame, donc on va attendre tranquillement que ça s'affiche. Les matchs de la 4e journée, on va reprendre le classement. Le Paris FC donc essaiera de poursuivre son sans faute, voilà, de viser le 4 sur 4. Hop, ça va apparaître dans quelques instants et puis à l'inverse, on a vu, l'Estac et Rodez qui devront, tenter de prendre leur 1er point. Allez, on va essayer. Ça Voilà, va venir. parfait. Ça, c'est là. Donc, Oh, le nous Paris-Metz. aurons le multiplex du vendredi 13 septembre, à moins que pendant la trêve, il y ait une nouvelle réunion qui change les lignes entre Beansport et les supporters, mais pour l'instant, pas de nouveau à ce sujet. Donc, pour l'instant, vendredi 13 septembre, Laval, Ajaccio, Annecy, Amiens, Bastia, Estac, Clermont, Dunkerque, Lorient Red Star, Pau, Martigues, Rodez-Guingamp et en affiche décalée, nous aurons PFC Metz. Ça, Joli. c'est gros choc, hein, pour le coup, plutôt logique. Et Grenoble-Caen aussi, plutôt sympathique, ce choc de clubs, voilà, assez ambitieux de Ligue 2 qui peuvent proposer du beau jeu. On l'a dit, donc Rodez et les Stags vont tenter de prendre leur premier point. Difficile, hein, les Stags qui enchaînent un Attends. déplacement à Ajaccio et un déplacement à Ouais, Bastia. 2 Facile. déplacements en Corse d'affilée? Est-ce que ça on a déjà vu ça? C'est Je sais non, pas, mais au c'est moins trop c'est bien. fait, au moins c'est fait, Bah ouais, voilà, ils prennent c'est un petit hôtel dans le coin, ils restent sur place, bah, ouais. non, ça peut être sympa en Bah, fait, non, parce qu'il y a eu la trêve, 9 il y heures. a eu la trêve en Ah plus. non, ah ouais, ça fait long, ça fait long. Bah ouais, bah ouais, 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 ça fait long, ouais. Ça fait un stage Stage commando très prolongé, ouais. prolongé, stage cohésion très prolongé, pour Ouais, les Stags. Ouais, ils ont les moyens, ces types. Heu, mais il faut mais se en tout rendre cas, c'est plus,
le sentier de randonnée là, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, le bref. Le GR20, ouais, GR20. c'est ça, ouais. Ouais, Mais non, du non, mais coup, c'est ouais, dur, hein. difficile pour les Stacks d'aller décrocher ses premiers points à Bastia qui est encore invaincu et puis Rodez, Guingamp. Rodez-Guingamp, pas facile non plus ça. Parce que Non, Guingamp, c'est la meilleure attaque de Ligue 2, tu l'as dit tout à l'heure Julien. c'est Donc ça. quand on se en tout cas, ils auront une revanche à prendre à Paul Lignon, sur, les buts gag encaissés contre Metz. Donc attention à l'armada guingampese qui peut aussi, faire très mal Mmh mh. et mettre 3-4 buts par match. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme affiche plutôt sympa? Il y a le Pau FC qui est l'une des encore une fois, qui fait un bon début de saison, qui reçoit Martigues. Ça va être Moi, je m'attends à intéressant, le promu qui avait fait un très beau match à Annecy 4-2. On a hâte de ouais, voir c'est ça. vrai. Je m'attends surtout à un beau match entre Lorient et Red Star, moi. Ouais. Moi aussi. Je pense que ça va être une belle affiche. On va avoir pas mal de buts encore. Bah, Red Star qui se déplace encore en Bretagne pour le deuxième, Oui, deuxième week-end exact. Ouais, d'affilée. Donc c'est vrai. finalement, c'est le thème. C'est On va voir ouais, non, s'ils non. savent, ouais, faire appliquer la même recette, Mmh mh. qui a marché qu'un Guingamp. C'est vrai que ce Lorient-Guingamp, ce Lorient-Red Star pardon, Étienne, sur le papier là, il est cool parce que Lorient Mmh. qui doit réagir et le Red Star en pleine confiance, 6 points, rien à perdre, c'est un très beau choc. Ouais, ouais, voilà, Lorient, qui doit se remettre tout de suite de cette, ce faux pas à Amiens là, qui va quand même arriver à domicile avec des grosses ambitions contre Red Star qui peut apparemment bousculer, à peu près n'importe qui. Ouais, ça va être un match sympa. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, on vous donne rendez-vous, dès le vendredi 13 septembre à 20h pour suivre ce multiplex sur Ma Ligue 2 avec, les résultats, le classement mis à jour, les premières réactions à chaud, tout au long du week-end jusqu'au lundi avec Grenoble qui recevra Malherbe en clôture. Merci Étienne, merci Julien de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Je le rappelle, merci à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, c'est très important pour nous. On vise la barre des 1000 abonnés, elle se rapproche là, on est tout proche. Donc voilà, faites passer le message. On a besoin de soutien pour faire connaître nos contenus. Et puis d'ailleurs, j'avais oublié de changer la bannière, pardon. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a le podcast avec Geoffrey Cuffot qui est sorti. Voilà, Geoffrey Cuffot qui est un joueur emblématique de la Ligue 2, qui a joué de longues années à Nancy, qui a joué de longues années à Valenciennes, qui recherche encore un nouveau challenge, hein, on sait que c'est pas évident, et voilà, qui nous a raconté plein d'anecdotes, son parcours, son incroyable quadruplé à Toulouse. Je suis sûr que vous vous en souvenez en 2020. Plein d'anecdotes sympas. L'épisode est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Et puis, nous, on se retrouvera, pour un prochain épisode, après la 4e journée de Ligue 2. Bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous regarderez cet épisode et à bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le Salut. monde.